Bonjour et bienvenue à l'Espace Cuisine pour la sécurité alimentaire. Je m'appelle Erika Salem, je suis chargée de programme pour le Conseil du système alimentaire montréalais et chargée de projet de l'Espace Cuisine. Aujourd'hui, en ce 6 février 2025, on va parler d'approvisionnement en aliments locaux. Donc, on s'est intéressé à l'accessibilité pour les organismes en sécurité alimentaire, puis à comment assurer une rémunération équitable aux producteurs qui produisent ces aliments. Donc aujourd'hui, le webinaire est réalisé en collaboration avec la ferme de la Dérive, les complices alimentaires et le collectif Récolte. Merci beaucoup pour cette collaboration, pour votre collaboration. Est-ce que vous voyez dans l'écran, est-ce que vous voyez le menu là, d'options de Zoom? Non, ça va, c'est juste moi qui vois ça, qui est un peu dans mon chemin. Parfait. Donc, qu'est-ce que l'espace cuisine? L'espace cuisine, c'est un espace qui vise à rassembler les personnes qui travaillent pour la sécurité alimentaire des Montréalaises et des Montréalais, mais on est aussi un espace inclusif. Donc, on aime que les gens de partout au Québec participent et viennent dire aussi qu'est-ce qui se passe dans la région par rapport aux réalités qu'on aborde. Donc, on est là pour se partager nos outils, nos bonnes pratiques, les leçons apprises qui sont issues des projets en sécurité alimentaire. Le but là, de l'espace cuisine, c'est d'assurer une meilleure compréhension des enjeux qui sont liés à la sécurité alimentaire. On met de l'avant les approches les plus porteuses pour répondre aux enjeux et aux besoins des gens en alimentation en général. On veut renforcer la coopération entre les acteurs et actrices en sécurité alimentaire. Puis tout ceci vise à harmoniser le travail pour la construction de systèmes alimentaires locaux, notamment là, en clarifiant le rôle de tous et chacun dans cet écosystème qui peut s'avérer complexe. Donc, rapidement, là, l'espace cuisine, en 2024, on a rassemblé 435 personnes, on a collaboré, toutes nos activités, en fait, sont réalisées en collaboration, en co-création avec des organisations partenaires. Donc, on a fait des activités de consultation, on a fait des webinaires sur les épiceries solidaires, les personnes sans statut à statut précaire, puis on a parlé de plaidoyer pour lutter contre l'insécurité alimentaire. On a organisé le Forum SAM qui était spécialisé sur les questions de concertation en alimentation. Puis, ben, tout ceci est fait à partir d'une liste d'envoi qui rassemble plus de 800 intervenantes et intervenants en sécurité alimentaire, notamment là, des tables de quartier, des gens de la recherche, même des entreprises, des OBNL, des institutions publiques. Donc, je vous mets d'emblée dans le chat le formulaire de liste d'envoi. Si vous n'êtes pas dans notre liste d'envoi et que ça vous intéresse, ben, voici le lien pour ce faire. Aujourd'hui, qui est dans la salle? Alors, on a 80% des gens dans la salle sont des gens de Montréal. On a 20% de gens de partout au Québec. On a surtout des OBNL, des coops et des mutuelles. On a aussi, bien sûr, des institutions publiques en grand nombre. Puis, il y a un peu de gens qui sont en recherche. Et aujourd'hui, je vous mets de l'avant. Aujourd'hui, on parle d'approvisionnement en aliments locaux, puis c'est extrêmement dans l'ordre du jour, disons, de l'actualité, l'approvisionnement en aliments locaux pour toutes et tous, avec toute l'histoire des tarifs imposés par les États-Unis. Je vous ai mis, avec son consentement, bien sûr, je vous ai partagé le post que Marc-André Simard, le DG du Chic Resto Pop, a fait récemment où est-ce qu'il, je trouvais qu'il a fait preuve d'un beau leadership en nous encourageant l'ensemble des personnes qui travaillent en sécurité alimentaire à réfléchir à leur chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est un peu dans ça que ça s'inscrit aujourd'hui. On est un peu précurseur parce qu'on s'intéresse à ça depuis longtemps, mais disons qu'il y a un momentum qu'on peut saisir encore plus. Donc, c'est intéressant de explorer les différentes solutions locales. Aujourd'hui, on va être beaucoup plus sur les producteurs locaux, mais je pense que c'est important aussi de repenser aux différents distributeurs aussi qui peuvent être situés sur notre territoire. Donc, je vous ai posé, quand vous êtes inscrit et inscrite, je vous ai demandé la question, quelles sont vos ressources en approvisionnement pour les produits locaux? Certaines personnes ne comprenaient pas la question et c'est vraiment correct, mais j'ai quand même eu des réponses intéressantes. Vous les voyez à l'écran, là. On a des distributeurs, il y a des écomarchés en ligne dans certaines régions qui semblent fonctionner. On a des réseaux d'approvisionnement comme la mutuelle d'approvisionnement solidaire à Montréal. Il y a des liens, il y a beaucoup d'organisations qui ont des liens directs avec des fermiers locaux et ou avec des projets de jardins collectifs qui sont situés pas trop loin de leur organisation.
Il y en a qui vont directement au marché fermier, ce que je trouve très intéressant aussi. Puis je me demande, ma question de fille curieuse, ce serait, mon Dieu, euh, est-ce que ça prend pas beaucoup de temps d'aller s'approvisionner au marché quand on est un organisme? Bref, j'ai des questions de logistique par rapport à ça. Mais aujourd'hui, dans le fond, le webinaire traite des résultats d'une étude de cas qui a été réalisée par le collectif Récode, qui s'intéressait au modèle d'affaires des organisations par rapport à comment on fait pour rémunérer correctement là, les producteurs et productrices en produits locaux, puis s'assurer que tous ces produits soient accessibles pour les organismes en sécurité alimentaire. Oh, je vois quelqu'un qui ne voit pas les informations puis que l'écran ne semble pas être partagé. Est-ce que les gens voient bien le partage d'écran? Il y a des onglets en haut, un qui s'appelle Meeting et un autre, il faut aller sur l'autre. Oh mon Dieu, oui, il y a peut-être des options de Zoom là, qui évoluent à travers le temps, puis on ne suit pas, ça va trop vite. Je suis désolée si c'est un peu complexe, mais merci, Gabriel, d'avoir répondu à la question. Donc, aujourd'hui, on va voir par rapport aux barrières et incitatifs qui sont liés aux achats de ces aliments. Mais on va voir aussi du côté des producteurs et productrices au niveau de la vente, c'est quoi les barrières et les incitatifs d'aller de l'avant avec la vente auprès d'organismes. Puis on va voir c'est quoi les modèles de tarification qui peuvent être appliqués. Des personnes intervenantes, on a Eve-Marie Durand qui va nous présenter les résultats de la recherche, qui est une étudiante à la maîtrise et diplômée au baccalauréat du département environnement, agriculture, géographie de l'Université de Bishop. Merci Eve-Marie d'être avec nous pour nous présenter ces résultats. On a Gabriel Blanc qui est maraîcher de la ferme de la Dérive dans le Bas-Saint-Laurent qui va pouvoir nous parler de son expérience en tant que producteur et finalement Nathalie Collin qui est directrice des complices alimentaires situés en Montérégie. Et puis sans plus tarder, je vais arrêter mon écran et laisser la parole à Eve-Marie. Je Oui, vous bonjour à souhaite... tous. Merci Erika. Donc, je partage mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran et m'entend bien? Oui. Parfait. Donc, bonjour à tous. Comme Erika l'a dit, moi, je vous présente la recherche sur les modalités solidaires entre organisations. C'est une recherche là, qui a été réalisée par le collectif Récolte, mais en partenariat avec l'Université Bishop. Donc, un merci spécial là, à nos professeurs, Dr. Brian Dale et Juan Francisco Nunes, Émilie Boivin-Derrois aussi, Isabelle Vandeplat du collectif Récolte pour avoir accompagné moi et Zora Sabdari dans la recherche. Donc, pour le déroulement de la séance, je vais commencer par faire une mise en contexte de l'étude. Ensuite, je vais présenter rapidement la méthodologie. On va passer aux résultats et à une analyse comparative. Je vais donner quelques pistes de réflexion sur les résultats et on va conclure avec les limites de l'étude. Donc, comme j'ai mentionné, c'est une étude réalisée par le collectif Récolte. Donc, je vous fais une petite introduction au collectif pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est une entreprise d'économie sociale qui mise sur l'intelligence collective et la mobilisation des communautés pour catalyser et co-créer des solutions locales afin de mener à des pratiques alimentaires durables et de créer un avenir meilleur pour tous et toutes. Donc, la vision du collectif est vraiment d'œuvrer en faveur de systèmes alimentaires plus justes qui soutiennent des économies locales florissantes, des communautés saines et des environnements naturels résilients. Donc, l'étude a été réalisée en fait au sein du programme SALIM, donc le système alimentaire local et intégré à Montréal, de Montréal en commun. Donc, je vous introduis également au SALIM. Sa vision est que les aliments sains issus d'une agriculture de proximité soient accessibles aux personnes en situation d'insécurité alimentaire à Montréal et plus largement à tous et toutes les Montréalais et Montréalaises. La mission, c'est de renforcer le réseau d'approvisionnement des organismes communautaires alimentaires à Montréal tout en améliorant l'accès au marché pour les producteurs et les productrices par le biais d'un réseau d'infrastructures physiques et numériques mutualisées. Donc, le SALIM a quatre stratégies d'action principales: la production de données probantes, la co-création avec les partenaires du changement, la pérennisation et l'intégration des solutions et l'expérimentation et le transfert d'apprentissage. Donc maintenant, on peut passer plus à l'étude comme telle. L'objectif, c'était de générer des connaissances empiriques sur les approches de commercialisation solidaire viables, mais aussi les mécanismes de tarification viables qui peuvent fonctionner pour les producteurs et les productrices,
mais aussi pour les organismes communautaires. C'est un objectif, en fait, qui avait été identifié comme prioritaire lors de la démarche de co-conception Imaginons et consolidons ensemble le cycle d'approvisionnement alimentaire local, durable et solidaire à Montréal. Donc, pour mener à bien cet objectif, la recherche a été guidée par une question de recherche principale, quatre sous-questions de recherche. Donc, la question principale était quel modèle d'affaires les organisations peuvent-elles adopter afin de rémunérer équitablement les producteurs et les productrices tout en rendant les aliments locaux ou durables accessibles aux organismes communautaires qui luttent contre l'insécurité alimentaire. Donc, nos sous-questions, quelles sont les barrières et les incitatifs à l'achat d'aliments locaux ou durables pour les organismes communautaires? Quelles sont les barrières et les incitatifs à la vente d'aliments locaux ou durables pour les producteurs et productrices? Quels modèles de tarification peuvent être appliqués à la vente d'aliments locaux ou durables entre organisations? C'est bien important, donc on s'adresse au B2B. Et quelle typologie de clientes favorise la mise en œuvre et la viabilité de modèles d'affaires solidaires? Donc, je vous donne quelques définitions issues de la revue de littérature pour qu'on comprenne mieux les questions de recherche. La notion d'accessibilité, donc l'accès à l'alimentation, ça peut englober plusieurs choses, mais on s'intéressait ici principalement à l'accès économique à l'alimentation. Ensuite, la notion d'insécurité alimentaire, donc on réfère à l'incapacité à obtenir ou consommer des aliments de qualité et en quantité suffisante de manière socialement acceptable. Le fameux interorganisationnel business to business, que j'appelle B2B, c'est en fait, on réfère aux activités ou aux services entre organismes et organisations. Ensuite, la notion de modèle d'affaires, donc on s'intéresse aux ressources et aux moyens mis en œuvre pour soutenir le projet social et politique d'une organisation. Donc, ça peut être la mission, les services, statut juridique, gouvernance, etc., non seulement ce qui est l'aspect plus monétaire. Les producteurs et les productrices, en fait, on s'intéresse aux producteurs, productrices locaux et durables, donc issus de petites et moyennes entreprises agricoles. On exclut les géants de l'agroalimentaire. La notion de rémunération équitable, donc on vise que ça garantit un prix qui couvre les coûts de production et qui assure aussi la viabilité du producteur ou de la productrice et la pérennité de la ferme. La notion de solidarité, donc ça vise là, à créer des solutions pour un accès digne à une alimentation de qualité pour tous et toutes, pour avoir en fait des alternatives le plus diversifiées face à la précarité alimentaire que le don alimentaire plus traditionnel. Tarification sociale, tarification solidaire, deux termes qui parfois sont utilisés comme des synonymes, nous on va les différencier. Donc, tarification sociale va offrir des prix réduits pour les personnes qui ont des difficultés économiques à se procurer certains biens ou services. Tarification solidaire vise plus sur la vente de produits alimentaires à des prix variables selon des critères sociaux, mais on a une clientèle solidaire qui vient compenser les prix plus bas offerts au public plus précaire. Je termine les définitions avec quelques organisations alternatives en sécurité alimentaire, les fiducies d'utilité sociale agroécologique, les pôles logistiques alimentaires et les pôles territoriaux de coopération économique. Je vais vous laisser là, les lire de votre côté puis consulter le rapport sur la revue de littérature là, pour en apprendre davantage. Donc, on est rendu à la méthodologie. Alors, l'approche de l'étude est celle d'une étude de cas multiples. Donc, on s'intéressait aux organismes qui soutiennent des ménages en situation d'insécurité alimentaire et qui avaient un approvisionnement en aliments locaux ou durables. On s'intéressait aussi aux producteurs qui s'approvisionnent un ou plusieurs organismes communautaires. Et en fait, on voulait que tous aient un modèle de tarification sociale ou solidaire pour la vente entre organismes. Donc, on a au total 4 études de cas présentées, comme on les a présentées plus tôt. Donc, cultiver l'espoir du regroupement-partage, la ferme de la dérive, les complices alimentaires et le dépôt centre communautaire d'alimentation. Petite nuance, nos deux producteurs, puis les complices alimentaires, en fait, ce sont nos vendeurs, tandis que le dépôt ici va être notre acheteur. La collecte des données s'est faite à partir d'entrevues individuelles semi-structurées de nature qualitative et quantitative et ça a été complété par de la documentation des initiatives, donc le site web ou le rapport annuel. Pour l'analyse des données, les données qualitatives ont été analysées de façon thématique avec NVivo 14 et les données quantitatives ont fait l'objet d'une analyse descriptive à l'aide de Microsoft Excel. Donc, on passe maintenant aux résultats et à l'analyse. Donc, vous allez voir, je vais vous présenter les 4 cas simultanément avec des petites informations. Moi, je vais parler plus de façon générale sur les résultats. On commence avec les modèles d'affaires pour donner un peu de contexte. Ensuite, la politique tarifaire, puis je termine avec les barrières et les incitatifs. Donc, au niveau de la mission,
Alors, toutes nos initiatives visent à améliorer la sécurité alimentaire des personnes en situation de précarité socio-économique, mais elles vont aussi s'adresser à l'ensemble de la communauté locale. Donc, c'est un choix qui va permettre soit de maximiser l'impact et la participation communautaire ou d'inclure une clientèle solidaire et donc de favoriser la viabilité financière de l'initiative. Au niveau des activités et des services, donc toutes les initiatives vont combiner une multitude d'activités et de services en lien avec leurs projets politiques et sociaux. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, c'est qu'elles vont être orientées vers les besoins des publics cibles. Mais dans certains cas, les activités et les services vont aussi permettre de consolider le modèle d'affaires. Autrement dit, il y a certaines activités plus rentables qui vont venir financer partiellement, d'autres qui vont être moins rentables. Au niveau du statut juridique, donc toutes les initiatives sont des organismes à but non lucratif. Ça peut être parce que ça montre la vocation sociale, ça peut être aussi parce que ça permet d'accéder plus facilement aux dons ou au financement public. Mais au niveau de la gouvernance, on a la moitié qui a opté pour une gouvernance traditionnelle, alors que l'autre pour une gouvernance de type plus collective. Donc, au niveau des ressources humaines, je vous montre ici la répartition des ressources humaines dans les quatre initiatives. Donc, pour cultiver l'espoir, la ferme de la dérive et le dépôt, on a les stagiaires en bleu marin, les employés permanents en jaune, les bénévoles en vert. Ensuite, on a en rose des travailleurs saisonniers pour cultiver l'espoir et les complices un peu différents. Donc, en bleu marin, on a les employés permanents, les bénévoles en vert et les participantes au programme d'intégration sociale en jaune. Donc, ce qu'on voit en fait, là, c'est que toutes les cas vont reposer sur une combinaison d'employés et de bénévoles. Et les employés, en fait, souvent, le vont prendre en charge le cœur des activités, alors que les bénévoles vont apporter un soutien, surtout lors des périodes là, de forte activité. Au niveau des ressources financières, même chose, un petit tableau comparatif. Donc, on a en jaune les dons, en bleu marin les subventions et en vert l'autofinancement. Donc, encore une fois, on voit que tous ont une stratégie de diversification des revenus. Donc, ils vont venir combiner autofinancement et financement externe. Et surtout, les subventions publiques vont jouer un rôle important dans le financement. Au niveau des partenariats et de la mutualisation, donc toutes les initiatives vont mettre en avant la mutualisation pour optimiser les activités, donc que ce soit par le partage d'équipements, d'infrastructures ou par la collaboration avec d'autres acteurs de la filière alimentaire. On passe maintenant à la politique tarifaire. Donc, je rappelle, on est dans la politique tarifaire en B2B exclusivement. Il y a certaines de ces initiatives-là qui vont en avoir aussi des modèles en B2C. On regarde pas ça ici. Donc, on voit que toutes les initiatives ont un modèle de tarification qui va être variable avec 2 ou 3 paliers de prix adaptés au type de client ou cliente ou à la capacité financière de l'initiative, tout simplement. Dans deux des cas, donc cultiver l'espoir et les complices alimentaires, on a une clientèle solidaire composée de détaillants pour cultiver l'espoir et d'institutions publiques pour les complices alimentaires qui vont venir compenser les prix plus bas proposés aux organismes communautaires. Au niveau des modalités de paiement, en fait, tous offrent des modalités de paiement flexibles, plus ou moins, donc qui vont permettre des paiements soit avant, pendant ou après la livraison, selon les ententes avec les clients et les clientes. On a même là, Cultiver l'Espoir qui ont une option de paiement en plusieurs versements. Et on remarque aussi que les producteurs et les productrices vont apprécier particulièrement les avances de paiement parce que ça fournit une certaine garantie de revenus. Donc, on n'a pas encore parlé du dépôt pour cette section. C'est normal qu'on rappelle le dépôt par rapport aux autres initiatives vues. Il s'approvisionne en fait en aliments locaux et durables. Donc, il ne possède pas de modèle de tarification en B2B à proprement parler, bien qu'il en ait un en B2C. Donc, on s'est intéressé plutôt au mécanisme d'approvisionnement en aliments locaux et durables du dépôt. Donc, premièrement, il faut savoir que le dépôt n'a pas de critères pour accepter, refuser ou négocier un prix. Il va plus se dire preneur de prix. Et surtout, il préfère ne pas négocier avec les producteurs et les productrices pour ne pas tirer les prix vers le bas. Pour ce qui est des aliments frais, sinon, la saisonnalité, c'est quelque chose de très important pour le dépôt, surtout pendant la période de haute saison de production. Donc, il y a 3 types d'approvisionnement majeurs qui vont aller chercher en aliments frais. Premièrement, c'est sûr, il va y avoir les grossistes parce que les quantités et les conditions vont bien répondre là, aux besoins du dépôt. Ensuite, il va y avoir des liens qui vont être créés avec les producteurs et les productrices directement. Donc, il y a une partie de l'approvisionnement qui vient de ça aussi. Et souvent, ça va être en fait de l'agriculture biologique. Et puis, il y a des achats qui sont faits aussi via des mutuelles d'approvisionnement pour avoir des prix plus concurrentiels.
Donc, on voit là qu'en diversifiant les sources d'approvisionnement en aliments locaux, ça permet au dépôt d'augmenter sa capacité en achat. Pour les denrées sèches, alors le dépôt a quand même quelques stratégies là, pour obtenir des prix compétitifs pour les fournisseurs le plus traditionnels. Donc, il y a premièrement l'accès à des prix de gros via son volume d'achat ou via les achats groupés. Et parfois, il peut même expliquer la mission de l'organisme au fournisseur, puis ça peut lui permettre là, d'obtenir des meilleurs prix. Donc, au niveau des barrières et des incitatifs, bien sûr, il y en a plusieurs qui sont ressortis dans l'étude. Je présente seulement quelques-uns qui sont sortis un petit peu plus de plusieurs cas. Donc, pour les barrières, on a le manque d'espace pour entreposer les aliments, qui est un problème souvent pour les producteurs, mais ça peut l'être aussi pour les organismes quand ils doivent stocker les aliments frais. Et on a l'accès aux subventions publiques qui demeure précaire. Et comme on a vu, les subventions publiques là, font partie du modèle d'affaires. C'est une grosse partie du financement, donc ça reste problématique. Le plus grand incitatif à la vente et à l'achat des aliments locaux et durables, c'est les collaborations que les initiatives ont avec les autres acteurs de la filière alimentaire. Donc, on sait que la mutualisation, ça peut permettre de réduire les coûts, mais ici, c'était surtout perçu par les initiatives comme un moyen de maximiser leur impact communautaire. Donc maintenant, je donne quelques pistes de réflexion qui, comme j'ai dit, sont basées sur les études de cas. Donc, ça vise en fait là, à aider peut-être les organisations qui voudraient s'engager dans des initiatives de tarification sociale pour amorcer les démarches. Mais bien sûr, les réflexions là, ne sont pas exhaustives. Donc, premièrement, au niveau du statut juridique, on a vu que le statut d'OBNL semble particulièrement adapté aux initiatives de tarification sociale en B2B. Mais bien sûr, il y a d'autres statuts qui sont possibles en économie sociale et solidaire. Donc, ça devient important d'harmoniser le statut juridique avec le modèle d'affaires. Je vous présente là, les questions clés. Ça va être là pour chacune des pistes de réflexion. Je ne vais pas les lire avec vous, mais sachez qu'elles sont présentes dans le rapport. Donc, je vais vous inviter à les lire plus au niveau du rapport. Ensuite, ressources financières. Donc, on a vu que la diversification des ressources, ça peut être une stratégie efficace pour le financement des initiatives de tarification sociale en B2B. Encore une fois, les combinaisons des financements possibles sont multiples. Fait que c'est surtout important d'identifier celles qui vont assurer l'équilibre financier à long terme, mais aussi respecter les valeurs politiques de l'initiative. Au niveau des ressources humaines, donc on a le modèle de salariat, où est-ce que les employés vont prendre le cœur des activités, les bénévoles vont avoir un soutien un peu plus occasionnel. Ça semble être un bon fonctionnement, un levier au bon fonctionnement des initiatives, pardon. Mais bien sûr, la répartition des tâches peut varier entre les ressources et c'est même possible de mettre de l'avant le rôle des bénévoles davantage. Donc, encore une fois, le choix doit être aligné sur la capacité financière de l'initiative et refléter là, ses valeurs sociales. Pour les partenariats et mutualisation, on a vu que les partenariats entre les acteurs de la filière alimentaire sont essentiels donc pour soutenir le développement des activités, mais ça peut aussi aider à surmonter les défis communs. Je pense entre autres là, aux capacités d'entreposage limitées. Maintenant, au niveau de la politique tarifaire, on a vu que le modèle de tarification variable à 2 ou 3 paliers est particulièrement adapté aux organismes communautaires et c'est viable aussi pour les initiatives de tarification sociale en B2B. L'inclusion de clientèle solidaire, bien sûr, que ce soit les détaillants, les institutions publiques, c'est bénéfique pour compenser les prix réduits. Et lorsqu'il n'y a pas de clientèle solidaire, c'est possible. Il faut seulement planifier comment est-ce qu'on va couvrir les prix réduits qui sont proposés aux organismes communautaires. Enfin, une réflexion un petit peu plus personnelle. Les personnes qu'on a rencontrées là, par les études de cas vraiment se démarquaient par leur forte personnalité, leur leadership, leur audace, leur dévouement et leur expérience dans le domaine. Donc, ce sont nécessairement des atouts clés pour le succès de ces initiatives-là. Donc, ce n'est pas à négliger. Donc, pour conclure, l'étude a permis en fait d'explorer les modèles d'affaires qui assurent une rémunération équitable des producteurs et des productrices, mais aussi l'accessibilité des aliments locaux et durables pour les organismes communautaires. Et ça a été possible là, grâce aux données empiriques de cultiver l'espoir, la ferme de la dérive, le dépôt, les complices alimentaires. Il faut se rappeler par contre qu'on s'est concentré sur des organisations québécoises, donc ça limite la transférabilité des résultats à d'autres régions du monde, bien sûr. Il y a le calcul des prix à plusieurs paliers qui, en pratique, est complexe. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte pour les générer dans une perspective de viabilité. Ça n'a malheureusement pas été possible d'aborder ça dans cette étude, mais ça serait important de le faire dans une étude future. C'est la même chose pour l'analyse des modèles de tarification pour la distribution.
entre autres le transport mutualisé. Donc, ça n'a pas été réalisé par manque de temps, mais ça serait important de s'y pencher dans les études futures. Donc, je conclue là-dessus. Merci beaucoup. Puis, je vais repasser la parole à Erika pour peut-être prendre les questions du public. Ben oui, merci beaucoup, Marie. C'était excellent. Là, pour l'instant, on prendrait quelques, tu sais, 1 ou 2 minutes, juste s'il y a des questions brûlantes là, par rapport à, je sais pas, Marie, si tu veux arrêter ton partage d'écran, qu'on puisse voir les gens. S'il y a des éléments de compréhension, tu sais, ça a été vite, c'était très riche. Il y a beaucoup de choses, on va y revenir, on va explorer tout ça avec Gabrielle et Nathalie. Mais s'il y a des éléments en particulier que vous êtes comme, ah, je suis pas certaine, certaine que j'ai compris, c'est un bon moment pour le faire. Sinon, on va passer à nos invités qui présenteraient. J'aime ça prendre le temps de vous écouter avant. J'aime ça, les gens qui ont des questions brûlantes. Il faut leur donner la place. Sinon, vous restez pris et prises avec ça dans votre tête, puis vous écoutez plus. Il y a quelque chose qui bloque. Il n'y a pas rien qui bloque. Pour l'instant, c'est encore flou. On va continuer d'approfondir notre compréhension en écoutant Nathalie puis Gabrielle. Je vous laisse donc, on va commencer par Nathalie avec les complices ou est-ce qu'on commence avec les producteurs de la dérive? On n'a pas... ouais, je vois comme ça. On va donner la parole à Nathalie des complices alimentaires. Parfait. Ben, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous. Les Complices alimentaires est une entreprise qui est issue de la volonté de 5 territoires de la Montérégie-Ouest à travailler les enjeux de la sécurité alimentaire, dont de rendre accessibles des fruits et des légumes à l'année à la population générale. Et tout à l'heure, on va parler du développement des complices. F. Marie a bien présenté notre modèle d'affaires. Donc, vendre des fruits et des légumes à tarification sociale dans des points de vente à la population directe. Donc, le B2C, pour les gens qui commencent à apprendre les acronymes. C'est pas payant. On n'y arrivera pas parce que on fait face à la concurrence des supermarchés au niveau des prix. Nous, on vend des fruits et des légumes locaux récupérés. Donc, on a décidé de diversifier nos opérations avec la gestion de cantines scolaires et de clubs de petits déjeuners sur notre territoire qui nous permet on l'espère bien, d'ici 1 an ou 2, de soutenir l'autre volet qui est très important pour nous, l'accessibilité économique à des produits avec 3 paliers de tarification. Et on a commencé dans un projet pilote aussi pour survivre. On va voir qu'on doit innover aussi. On a fait un projet aussi de B2B, mais qu'on était un acteur de mutualisation. C'est qu'on transportait les produits des producteurs maraîchers vers les CPE avec la plateforme Arrivage et on a mis nos produits en vente sur cette plateforme-là. C'est ce qui nous a permis de faire des liens avec des CPE, mais aussi on vend à tarification sociale, à moindre coût, à des comptoirs d'aide alimentaire qui, parfois, au lieu d'acheter à l'épicerie des fruits et des légumes congelés, vont les acheter des complices alimentaires pour compléter l'aide alimentaire dans leur offre alimentaire. Donc, nous, on fait autant dans le domaine de l'insécurité alimentaire que la sécurité alimentaire. Puis un de nos grands dossiers cette année, c'est nos parcours à l'emploi. Quand on parle des gens en parcours à l'emploi qui étaient la zone jaune, tous ces individus sont rémunérés. Donc, on veut vraiment travailler l'intégration sociale de ces gens-là et on ne reçoit aucune subvention salariale pour ces individus-là parce qu'on veut montrer que le système actuel en pré-employabilité, ce modèle de subvention-là ne fonctionne pas. Donc, on est en train de prototyper avec les partenaires de la Montérégie un nouveau parcours à l'emploi et démontrer à Service Québec qu'on doit voir différemment l'intégration de ces individus-là dans notre communauté. Donc, on est allé chercher du financement qui nous permet de prototyper et de prouver le point qu'on essaie de montrer depuis des années que ces subventions-là salariales sont inefficaces pour ces individus-là. Donc, je pense que je suis dans mon 5 minutes. J'arrête là parce que moi, je peux vous parler des complices jusqu'à demain matin si On j'avais a la chance encore d'en un peu de parler. temps, Nathalie.
Oui. Je ne sais pas s'il y a un des éléments, moi, on dirait que tout m'intéresse. Tu as parlé des. Et je Est-ce que peux tu parler de peux. nos points de vente, OK? Parce qu'on a des points de Oui, vente vraiment particuliers, puis c'est hyper intéressant. Nous, on a trois modèles de points de vente. On a nos congélateurs libre-service qu'on retrouve dans des lieux qu'on ne retrouve pas de l'alimentation habituellement. Donc, bureau de poste, bibliothèque municipale, centre communautaire. Ce sont là où on a des congélateurs libre-service. C'est simple, il y a un panneau numérique après ce congélateur-là. Il y a la tarification à trois paliers et les produits ont des tarifs variables dans ces congélateurs-là. Les gens choisissent leur catégorie de prix. Une fois qu'ils ont fini d'acheter tout leur sac de produits, présentent leur carte et le congélateur se déverrouille. Vous allez me dire, pour les gens en insécurité plus démunis, ben c'est des gens des fois qui n'ont pas de carte, qui n'ont pas de choses comme ça. Donc aussi, on a des congélateurs avec des partenaires dans des friperies communautaires. Donc à ce moment-là, les gens et dans des quartiers défavorisés aussi. Donc ça permet aux gens de pouvoir aller acheter leurs produits toujours à tarification sociale. Et l'autre, c'est un libre-service, mais avec une boîte au mur où les gens mettent la monnaie dans la boîte, puis ils prennent leur sac, ils quittent. Ça, c'est dans une mairie. On travaille beaucoup les déserts alimentaires aussi parce qu'on est en ruralité et il y a des grands déserts alimentaires. Donc, nos congélateurs, présentement, on en a 12 et d'ici la fin de 2025, il va y avoir 20 congélateurs en opération. Les prochains, c'est le Cégep de Valleyfield aussi où on va avoir notre congélateur qui démarre la semaine prochaine. Donc, on couvre vraiment tous les points en Montérégie. Et moi, je suis tellement fière. J'ai mes sacs à côté de moi. Donc, nos produits complets se retrouvent dans ces sacs-là. Ce sont des sacs qui étaient importants pour nous, recyclables, ils sont refermables. Et on a écouté la population parce qu'on a fait des sondages et il y a deux formats. Parce que les personnes qui vivent seules, malheureusement, parfois, ils n'ont pas beaucoup d'espace pour entreposer la nourriture. Donc, on s'adapte. Petit format, grand format, trois tarifs. Donc, j'ai expliqué ça rapidement. c'est fantastique. Nathalie, je suis juste curieuse, là. C'est quoi tes produits? Est-ce que c'est du lit utilisé? 42 Est-ce que c'est. 43 produits différents qui se retrouvent dans nos congélateurs parce que nous, on va avoir de la courge butternut, on va avoir de la citrouille, on va avoir de la fleur d'ail, tous les produits qu'on retrouve chez nos maraîchers et qui malheureusement souvent ne se retrouvent pas en format congelé. Nous, on conditionne tous les produits. Les seules choses qu'on n'aura pas là, c'est tout ce qui est concombre et compagnie qui se congèle pas. Mais pensez à tout ce qu'on peut congeler, ben nous on le fait. Fait qu'on est rendu à 43 produits parce qu'on a des producteurs maraîchers qui ont offre une offre extraordinaire de produits. Donc, c'est ce qui nous permet aussi d'offrir cette variété-là de qualité aussi, puis des produits de grande qualité. OK, fantastique. J'avais vraiment pas compris, en fait, que c'était l'ensemble de vos produits que vous avez, dans le fond, en sachet, là, les différents 42 produits, ils sont tous se retrouvent dans les congélateurs, dans ce format-là, Sont finalement. variables parce qu'on va, nous, c'est comme façon qu'on travaille. Si on sait que dans un quartier ou dans une municipalité, tel produit est plus populaire, c'est celui-là qu'on va approvisionner parce que nos congélateurs, on peut pas mettre les 40 variétés en même temps. Donc, on fait des rotations de variétés, puis aussi, on apprend les gens qu'on doit manger selon les saisons. Donc, ça se peut qu'il y a un moment, j'ai plus de chou-fleurs, puis il va falloir attendre à la prochaine saison pour avoir des chou-fleurs parce que j'ai terminé mon inventaire de chou-fleurs qu'on avait préparé dans la belle saison. Ah, c'est super intéressant. Merci, Nathalie. On va revenir. Si vous avez des questions pour Nathalie, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Moi, j'en aurais 150 000. C'est super ce que vous faites. Puis, je suis vraiment curieuse. J'aimerais ça aller vous visiter pour voir vos espaces de transformation, de voir comment ça a l'air, comment Et on grossir. transforme dans une école secondaire. Hein. Pourquoi mon bureau, là, tantôt, il y avait des cloches et tout. On mutualise une cuisine de cafétéria dans une école secondaire. Donc, toute la transformation se fait dans des installations qui existaient déjà dans les communautés. Et on va avoir d'autres cuisines et ça va être le même modèle qu'on va développer parce que ça coûte cher des installations. Donc, on veut maximiser ce qui existe déjà. Fantastique. Merci, Nathalie. Bravo pour
ce super projet. On voit là, les qualités de leadership, audace et dévouement que tu incarnes. C'est Anne-Marie qui a nommé ça tout à l'heure, puis j'adore ça. On va passer à Gabriel, on va passer à la ferme. On sort de l'école pour aller vers les poussins. Gabriel, est-ce que tu peux nous parler de la ferme La Dérive, puis de comment ça fonctionne pour assurer l'approvisionnement aux organismes en sécurité alimentaire? Oui, absolument, je peux faire ça. Je vais essayer de condenser mon discours en dedans de 5 minutes, là, mais c'est ça, moi c'est Gabriel Leblanc. J'habite au Bic, donc juste à côté de Rimouski. C'est d'ailleurs là où la ferme est située. Là, j'habite sur la ferme. Puis, en fait, la dérive, on est dans une situation particulière dans le sens où on est une ferme telle que reconnue par le MAPAC, là, avec notre numéro d'exploitant et tout, mais avec la particularité d'être un organisme à but non lucratif. Ce qui est quand même assez rare dans le paysage des fermes au Québec. Ensuite, autre chose qui nous distingue très certainement, c'est qu'on est situé sur une fiducie d'utilité sociale agricole, c'est-à-dire que ici, il n'y a pas la terre n'appartient pas à un propriétaire. C'est-à-dire que la terre a été démarchandisée elle ne peut pas être vendue, elle ne peut pas être hypothéquée. Donc, la terre ne constitue plus un capital en soi. Puis c'est là-dessus qu'on opère et vous comprendrez bientôt que c'est dans nos valeurs d'agir ainsi. C'est ça. Sinon, la ferme de la dérive a deux principales missions. La première, là, c'est de favoriser l'accès économique et physique à une alimentation écologique et locale pour les personnes qui se trouvent en situation de précarité socio-économique. C'est ça, on est motivé par une vision, en fait, et non pas tant une mission, d'instituer des souverainetés alimentaires territoriales, c'est-à-dire une agriculture nourricière basée sur le respect du territoire, extrait des rouages de la globalisation, de l'agriculture industrielle et du capitalisme plus largement. Donc, nous voici. La dérive, dans le fond, on a... c'est ça, qu'est-ce qu'on produit? En fait, on produit effectivement des légumes. Là. Des fois, on me décrira comme étant un maraîcher, mais je cultive aussi des foins, des céréales. J'ai des chèvres, des poules, les moutons s'en viennent. Bref, c'est des cultures quand même assez variées. On est en train de mettre en place une forêt nourricière. On est en train d'installer une culture de petits fruits, puis on est en train de mettre en place aussi une pépinière, puis on discute avec des gens pour avoir un volet de transformation textile avec la laine et le lin. Vous voyez que c'est quand même une ferme diversifiée. Puis d'ailleurs, ça fait partie de la vocation, puisque actuellement, dans le portrait des fermes québécoises, on tend de plus en plus vers une forme de spécialisation. C'est-à-dire que de plus en plus, les fermes ont une production unique et ils le font parce qu'ils sont dans une compétition, puis plus tu te concentres sur une production, plus tu as des chances d'arriver à un prix bas. Ce qui s'avère finalement faux parce que en voulant tendre vers ce prix bas-là, tu augmentes tes coûts de production, puis au final, ton prix va finir par augmenter, ce qui fait qu'on perd un petit peu d'accessibilité. Donc, nous, on veut s'écarter de cette logique-là. Donc, on a deux principaux volets de distribution de nos aliments. Là, on les sépare généralement dans notre volet commercial puis notre volet communautaire. Je vais parler du volet commercial d'abord. Là, en fait, à la dérive, dans le fond, on est en train de coordonner un réseau solidaire de producteurs et productrices de la MRC Rimouski-Neigette, c'est-à-dire qu'on a des ententes avec des organisations qui partagent nos valeurs et qui veulent inscrire leurs actions dans l'élaboration d'une planification conjointe pour nourrir le territoire. C'est-à-dire qu'on veut ensemble planifier nos productions de sorte à ce qu'on ne rentre pas en compétition les uns contre les autres. Donc, c'est bien, on veut tous produire des carottes, mais si on fait juste ça toute la gang, ben, il va falloir se battre sur les marchés pour écouler nos carottes. Puis au final, il y aura des perdants, il y aura des gagnants, puis il y en aura qui disparaîtront, puis il y aura moins de fermes, puis c'est pas ça qu'on veut. Donc, on collabore ensemble, puis notre distribution se fait par l'entremise d'un libre-service qui est situé sur le bord de la 132. Tout ça se fait dans un état de confiance avec la population, c'est-à-dire que tous nos produits sont là, sont distribués à la population. De plus, il n'y a pas d'intermédiarisation, c'est-à-dire que la dérive, bien qu'elle administre ce libre-service-là, ne se prend pas de cote sur les aliments. De sorte qu'on n'a pas besoin de refiler cette facture-là aux personnes qui consomment, ce qui permet, somme toute, de garder des prix assez bas, disons, comparables à ceux de l'épicerie, alors qu'on produit de façon écologique, locale et biologique. Euh, Ensuite, c'est ça, on a notre volet de distribution communautaire qui, lui, c'est là où on crée des ententes partenariales avec des organismes communautaires de Rimouski qui offrent des services d'aide alimentaire.
Puis juste vous dire que c'est de plus en plus fréquent, du moins chez les organisations communautaires à Rimouski, d'offrir de tels services parce que la pauvreté est de plus en plus, en fait, on la voit de plus en plus là. À Rimouski, c'était pas si habituel que ça de voir des personnes en situation d'itinérance dans les rues. Dorénavant, on les voit. Puis le plus malaisant dans tout ça, c'est que ils ont l'habitude d'aller s'abriter au marché public de Rimouski. Ce qui fait que nous, maraîchers, maraîchères, production locale, c'est cute, ben, il faut les tasser de là pour vendre nos légumes locaux. Ce qui crée une situation un petit peu malaisante. Bref. Donc, où est-ce que je peux continuer? J'essaie de trouver des affaires. Ah oui, c'est ça. La dérive, en fait, aussi, évidemment, on ne cherche pas à agir comme une banque alimentaire. C'est-à-dire que notre objectif, c'est vraiment de produire des choses à même le territoire et d'offrir nos plus beaux aliments aux personnes qui en ont véritablement besoin. Donc, nos relations avec les organismes communautaires, ce n'est pas, tu sais, c'est pas juste nos surplus de production, les légumes déclassés, puis tout ça. En fait, les légumes déclassés, c'est eux autres qu'on vend aux gens normaux, ben, aux gens qui sont, qui sont là, puis nos beaux légumes, c'est eux autres qu'on donne aux organisations. Cette idée-là, en fait, c'est juste que actuellement, les banques alimentaires, c'est super, ça sert vraiment à quelque chose, on en a vraiment besoin, mais demeure que leur approvisionnement, c'est souvent la production résiduelle d'une production agro-industrielle. Ce faisant, il ne nous apparaît pas que ce soit une solution, disons, durable sur le long terme, ce qui nous amène, nous, à vouloir orchestrer les souverainetés alimentaires territoriales. 6 minutes 5. Je regardais le temps justement, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement intéressant, puis on va, c'est pas facile de faire le tour de ce qu'on fait quand c'est aussi riche. Bravo, merci Gabriel pour cette présentation rapide mais efficace de ce que vous faites. J'adore le volet, je retiens et je mets dans mon cœur le volet que vous gardez les légumes. En fait, les légumes déclassés sont vendus, puis vous donnez les beaux légumes aux organisations. Ben, en fait, est-ce que vous les donnez, les beaux légumes, je sais pas comment les nommer, là, ou vous les vendez à un prix réduit? Ça dépend, en fait. Souvent, ben, tu sais, lorsqu'on est en mesure d'avoir des subventions, on va les donner d'une certaine façon parce que notre travail est payé à ce moment-là. Donc, on peut les donner aux organismes communautaires qui peuvent ensuite les redistribuer gratuitement aux personnes qui en ont besoin. Euh, Par contre, c'est arrivé qu'un organisme communautaire, par exemple, nous donne un 500 puis on y ramène 3000 de légumes. Donc, tu sais, il y a des ajustements comme ça. Puis après, on va mobiliser des campagnes de dons pour compléter le manque à gagner. Fait que ça peut fonctionner de différentes façons. OK, je vais retenir, merci pour la réponse. Je vais retenir ma curiosité parce que sinon, on va répondre d'emblée aux questions déjà préparées par Eve-Marie. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions de clarification, des petites questions là, que vous avez dans votre cœur que vous aimeriez vraiment poser parce que à Gabriel pour comprendre un des éléments, mieux comprendre un des éléments qu'il vient de présenter. Ça va. Personne n'a quelque chose qui lui surlupine, comme dirait l'autre. Ça va. OK. Donc, on va passer à Eve-Marie qui a préparé quelques questions pour nos panélistes. Oui, donc on va revenir un peu plus sur les résultats de l'étude pour donner l'occasion en fait à nos deux organismes ici présents de d'élaborer un peu plus sur leur propre situation. Donc la première question va concerner la dérive et les complices. Vous répondez là comme vous voulez. Donc la question comme telle, quelle est votre plus grande barrière et votre plus grand incitatif à la vente d'aliments locaux et durables? Veux-tu y aller, Nathalie? J'avais hâte de t'entendre. Oh, c'est bon, Gabriel, tu me relances la pote. Les plus grandes barrières, moi, je dirais que lorsqu'on a été financé majoritairement par la santé publique, vu qu'il y a, on parle beaucoup de gaspillage alimentaire, de surplus, nous, on devait fonctionner sur le don. Les premières années d'opération des complices, l'ensemble, je donne un exemple, 3 autobus scolaires pleins de fruits et légumes récupérés en une année, ben ça, c'était par le don des producteurs maraîchers. Là, on trouve que ça atteint sa limite, fonctionner par le don aussi, parce que on veut être solidaire, puis on veut soutenir nos producteurs maraîchers. Fait que là, aussi, eux,
de comprendre qu'on prend leurs produits et qu'on les revend à moindre coût. Fait que pour nous, une des grandes barrières, c'est le fait qu'on n'avait pas le droit de pouvoir acheter au moins au minimum les produits. Là, on y travaille, on est en train de réfléchir à ça, comment on va y arriver. Puis l'autre élément, c'était ben malheureusement, c'est les espaces d'entreposage et tu sais congelés, réfrigérés, parce qu'on pourrait récupérer plus, mais malheureusement, on est limité. Parce qu'on est vraiment sur nos territoires, on s'aperçoit que les infrastructures sont très déficientes. On est en train de les travailler, puis malgré qu'on a travaillé à la mutualisation, puis on a fait construire ces infrastructures-là, le concept de mutualisation et le vivre sur le terrain amène énormément d'enjeux. Donc, c'est pas tous les gens qui comprennent tous les principes derrière ça. Et lorsque tu arrives dans une chambre congelée, puis que là, tu dois escalader 3 montagnes pour arriver à tes produits, ben là que tu vois que la mutualisation est pas encore assimilée par tous. Donc, pour vraiment là, pour les barrières locaux, nous, on travaille très, très fort. Puis on a embarqué dans le projet de plats, là, ce qu'ils appelait des hubs avant. Donc, on travaille sur notre plat local et on a mis à la table de nos cantines scolaires avec fierté cette année, avec le soutien de Commune Assiette, des produits locaux et dans le cadre de nos clubs des petits déjeuners. 80% des fruits qui sont servis et légumes, ce sont des produits locaux. Puis ça, on en est très fiers de nommer que les produits sont issus de la production en Montérégie aussi. Fait que ça, c'est vraiment important pour nous, là. Au moins notre volet cantine scolaire, ben là, c'est là qu'on pousse sur l'achat local puis le mettre à la table de nos jeunes. Puis on le dit à nos jeunes d'où vient le produit aussi. Là, c'est important. Gabriel, à ton tour. Parfait. Ben, ouais, ben, en fait, c'était vraiment intéressant. Je nous reconnais un petit peu aussi dans ça, là, particulièrement avec l'entreposage, mais nous, personnellement, c'est pas nécessairement ça la plus grande barrière qu'on a vécue. En fait, initialement, c'est sûr que lorsqu'on a commencé en 2017 à promouvoir cette idée-là qu'on voulait produire une alimentation directement destinée aux personnes en situation de précarité socio-économique, on était confronté à des personnes à l'intérieur même du milieu institutionnel qui nous disaient ben, à quoi ça sert votre projet? Il y a déjà les banques alimentaires qui existent. Puis là, tu sais, ce qu'on disait, c'était un petit peu cette logique-là qu'on disait, ben, tu sais, tout d'abord, c'est quand même assez limité les aliments que les gens peuvent accéder là, en termes tu sais, d'aliments frais dans les banques alimentaires. Tu sais, il y a cette chose-là. Mais ensuite, philosophiquement parlant ou presque, c'est sûr que si on veut baser l'alimentation des personnes précarisées dans notre société sur un gaspillage, une production industrielle qui est elle-même génératrice des inéquités qui provoquent la faim, c'est sûr qu'on ne se rendra pas très loin dans sauver les gens qui ont faim. Donc, tu sais, très longtemps, il a fallu argumenter sur cette idée-là que c'est important de rattacher nos territoires ici même pour nourrir les gens qui habitent sur les territoires. Puis, c'est d'autant plus vrai, en fait, je dirais qu'un des plus grands incitatifs, donc, je vais vers là, quand la pandémie est arrivée, puis qu'il y a eu des chaînes, des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, là, c'est comme si soudainement les gens ils comprenaient. Ah, OK, c'est de ça que vous parliez, dans le fond, quand vous disiez que c'est peut-être pas durable de se laisser nourrir par un système alimentaire qui est complètement détaché des territoires et de la population. Donc là, à ce moment-là, il y a eu comme plus d'ouverture. Le travail était quand même fait au niveau de l'argumentaire. Mais ouais, je dirais que ça, du moment où les gens l'ont comme compris, saisi, soudainement, des portes se sont ouvertes, des opportunités de financement sont venues à nous. Euh, et même aussi au niveau de la population plus largement, les gens, ils se sont fait au message, puis ça a quand même mobilisé beaucoup de personnes. Puis de notre côté, c'est de plus en plus facile d'avoir accès à une aide bénévole, disons. Même que ça peut en devenir un problème de gestion de notre côté parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent nous aider, puis c'est comme beaucoup de refus, puis c'est, tu sais, c'est gérer des gens, là, dans le fond, là. Mais ouais, c'est ça. Fait que barrière, je dirais que c'était la mécompréhension de l'objectif final qu'on porte en nous. Puis l'incitatif, ça a été
la démonstration par les faits, c'est-à-dire la rupture des chaînes d'approvisionnement. Je suis d'accord avec ce que tu nommes, Gabriel, parce que nous aussi, toute je pense que le changement aussi dans nos communautés, ça a pris un temps, ce changement-là de posture où les gens voyaient pas où on voulait aller avec nos initiatives, qu'est-ce que ça allait apporter de plus, parce que nous aussi, toute la compréhension entre l'insécurité alimentaire, la sécurité alimentaire, puis nous, on disait, ben, des gens qui sont en insécurité alimentaire, qui ont une aide alimentaire une fois par mois, ou certains, dépendamment du territoire où ils étaient, c'est 2 fois par année. Donc, on devient un complément à cette offre-là, puis de faire comprendre ça, qu'on n'est pas en compétition, qu'on vient pas défaire ces choses-là, mais qu'on est là en soutien à une diversité. Puis nous aussi, on a beaucoup travaillé la notion de vulnérabilité, parce qu'on pense souvent que la vulnérabilité est synonyme de pauvreté. Mais nous, on est allé avec la vulnérabilité des personnes âgées qui se retrouvent en ruralité, qui ont de moins en moins accès à une variété parce qu'ils ont moins de mobilité. Fait que cette vulnérabilité-là, et mes personnes âgées, ben, ils sont vulnérables, mais sont mes solidaires aussi parce qu'ils ont les moyens certains d'acheter. Fait que c'était de faire ça. Puis nous, un des gros défi, c'est que les gens osaient pas aller acheter les produits pensant prendre des produits qui appartenaient pour des gens en situation de très grande vulnérabilité. Fait qu'il a fallu travailler ça et la compréhension de la tarification sociale. On va en parler tantôt, mais ça aussi, ça a été des éléments. Fait que, tu sais, les producteurs maraîchers qui ont embarqué avec nous, qui nous ont donné, parce qu'on a une vingtaine de producteurs maraîchers qui travaillent avec nous, ben, ils ont embarqué parce qu'il y avait une dimension sociale derrière le travail qu'on faisait et surtout qu'on travaillait aussi dans les écoles puis qu'on approvisionnait des clubs des petits déjeuners, pas seulement les nôtres, mais d'autres sur notre territoire parce que des fois, il y a tellement d'abondance qu'on peut pas le prendre. Donc, juste le fait qu'on avait une vision de communauté sans frontières, c'est-à-dire pas juste tel MRC, mais qu'on travaillait tous les territoires de la Montérégie-Ouest en même temps, ben les producteurs maraîchers, eux, ils ont dit, oh, on nourrit des enfants, on donne accès à des produits, puis on valorise nos produits aussi, parce que il y a un producteur maraîcher qui dit, moi, je suis content quand je vais dans le congélateur Complice, puis je vois que mes petits pois viennent pas du Chili, mais viennent d'ici. Puis je suis fière d'aller racheter les petits pois que moi j'ai cultivés, puis j'ai pas besoin de m'en mettre à congeler, vous le faites pour moi. Fait que vous voyez, c'est toute apprendre à travailler ensemble, puis à se respecter aussi dans nos limites. Nous, on a appris beaucoup à travailler avec nos producteurs maraîchers, puis ça, c'est l'élément de confiance qu'on doit créer dans le partenariat. Parce qu'au départ, on n'était pas connus, hein. Puis c'était encore un projet communautaire. Bof, ça va pas durer. Fait qu'il y a eu beaucoup à travailler sur le lien de confiance. Merci Nathalie. En fait, ça fait un bon lien avec la prochaine question. Fait que là, tu parlais de la durabilité un petit peu. Ça va concerner la stratégie de viabilité financière en fait. Donc, encore une fois, les complices et la firme de la dérive, quelle stratégie est-ce que vous utilisez pour assurer la viabilité financière de votre organisme? Tu voudrais que j'y aille cette fois-ci, Nathalie? On alterne, comme. Ou, OK. Ben oui, ben c'est sûr que nous, on prend conscience quand même que de dépendre d'un financement public, ça a quand même ses limites dans une certaine mesure, là. C'est-à-dire que tu sais, ça va dépendre du gouvernement qui est en place, ça va dépendre de l'ouverture ou de la fermeture des programmes. Donc, dernièrement, tu sais, l'année dernière, on a eu beaucoup de difficultés à avoir des subventions pour financer de la distribution de légumes, par exemple. Ce qui a fait qu'on a dû trouver d'autres façons de le faire, c'est-à-dire on a organisé des campagnes de financement, puis tout ça, puis finalement, on a pu atteindre nos objectifs. Mais ça nous a comme quand même mis en garde sur, OK, qu'est-ce qu'on fait? Donc, tu sais, c'est sûr que nous, pour assurer notre viabilité financière, c'est sûr que la diversification des productions, c'est quelque chose qui est important, là. Tu sais, il faut comprendre que lorsqu'on fait du maraîchage, par exemple, les revenus viennent principalement l'été, puis sont très concentrés, sont très courts. Donc, d'avoir une petite période dans l'année où est-ce que tu as un petit peu de revenus, ben, ça garantit ben, à la fois pas la viabilité, ben, la rentabilité tu sais, sur l'année au complet. Puis ensuite,
ben les gens ils mangent 365 jours par année, tu sais, donc il faut produire de la nourriture tout le temps, d'une certaine façon. Après, ben là, Nathalie en a parlé, mais tous les principes de congélation, transformation, puis tout ça, c'est ce qui nous permet d'étirer un peu la consommation des légumes puis tout. Mais somme toute, nous, notre point de vue, c'est sûr que de diversifier les productions, c'est aussi une façon d'aller chercher plus de revenus, d'aller chercher différentes personnes. Euh, Après, c'est ça. De plus en plus, on réalise avec le modèle qu'on propose que les gens, le BIC est intéressé par cette ferme-là. Puis d'ailleurs, à la dérive, étant sur une FUSA, donc étant un peu en quelque sorte indélogeable, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir restituer la ferme à la communauté lorsque nous n'existerons plus. Donc, moi, j'ai pas l'ambition d'accumuler un capital que je vais vendre à la fin de mes jours. Je veux donner ça à la communauté pour en faire une ferme éternelle, si on veut. Déjà, d'avoir ce message-là, d'avoir ces objectifs-là, quand ils sont compris par les gens, quand les gens voient le but final, ils sont plus intéressés à venir donner un coup de main. Tu sais, c'est juste, en tout cas, bref. Je ne partirai pas là-dessus. Mais là, on est en train de vraiment organiser une structure organisationnelle qui permettra une implication maximale des personnes de la communauté. Euh, puis là, ça sonne bizarre parce que ça sonne un peu cheap labor, mais en vrai, ce sont des personnes qui ont vraiment à cœur de contribuer. Puis la vérité, c'est qu'on est dans un niveau de précarité si grand qu'on pourrait pas les payer de toute façon, là. On n'est pas en train de faire ça pour être gros dur puis garder nos petites pièces de nos côtés. On veut mobiliser la communauté dans son sens large. Puis tu sais, il faut savoir que sur une ferme comme la nôtre, la plus grande dépense, c'est les salaires. Donc, plus on paye des salaires, ben, c'est ça. Donc, plus il y a des gens qui nous aident, plus on est en mesure de déployer des nouveaux volets, puis plus on est en mesure de diminuer cette dépense-là. Donc, plus on est en mesure d'offrir des prêts accessibles, puis plus on est en mesure d'assurer notre viabilité financière à long terme. Euh, donc, tu sais, ça, c'est un élément. Puis après, c'est sûr, là, je l'ai nommé, je l'ai évoqué, mais pour assurer notre pérennité, c'est un choix, ben, disons, ça a été choisi, mais c'est pas nécessairement réplicable à court terme. Mais le fait d'être sur une FUSA, d'être sur un modèle non propriétaire, d'être dans un lieu où tous les instruments agricoles ben, ils sont partagés. C'est-à-dire, tu sais, on a un tracteur, mais le tracteur, nous, on ne l'a pas acheté. Là, on est juste usufruitier du tracteur, par exemple. Et ainsi ça va pour toute la machinerie. Puis on va devoir la laisser derrière nous pour les prochaines générations. En tout cas, bref, donc on va aussi faciliter l'arrivée d'une relève. Donc, il y a comme une poursuite des choses qui s'inscrit aussi juste de par notre situation privilégiée, je dois le dire. C'est pas tout le monde qui a une FUSA dans sa cour, mettons. C'est ça. Eve-Marie, est-ce qu'on passe à... Ah, on a-tu oublié Nathalie? Excusez. Non, c'est correct, Erika. Là, j'en profitais pour me lever. J'avais besoin de me lever un peu. J'ai un peu la bougeotte. Donc, ben, écoutez, nous, rapidement, on s'est aperçu que juste vendre aux consommateurs, ça allait pas, nos sacs de fruits et légumes congelés n'allaient pas être rentables. Dans le modèle d'affaires initial qu'on avait pensé, euh, il était vraiment le volet, on est en train de développer des guides de transformation alimentaire, des guides de transférabilité de connaissances par rapport au modèle complice pour des gens qui seraient intéressés à développer ce modèle-là dans leur communauté, d'offrir des services à ce moment-là d'accompagnement, tu sais, peu service conseil, tu sais, des bons coups, des mauvais coups, mais ça, ils travaillent, mais ça, c'est à long terme. Donc, à court terme, ben, on a commencé les cantines scolaires. Donc, c'est sûr qu'on va en déployer plus de cantines scolaires en Montérégie. C'est l'objectif à ce niveau-là. On est en train de développer un super beau partenariat. On est avec le Club des petits déjeuners, mais là, on est en train de travailler un projet pilote qui va permettre d'approvisionner d'autres clubs des petits déjeuners avec nos produits. Donc, c'est la diversité de nos services et de nos activités qui va nous permettre, parce que comme Gabriel disait, on a été dans une période où nos initiatives ont été financées par le gouvernement. On reçoit pas de PSOC, on reçoit pas de financement récurrent. Donc, il faut toujours écrire pour un nouveau financement.
Mais ce qu'il faut savoir, nous, c'est qu'on croit que la reconnaissance aussi de ce nouveau parcours à l'emploi-là, parce que c'est vrai que ça nous coûte très cher en ressources humaines au niveau de la transformation, parce que quand vous prenez des gens qui sont éloignés du marché du travail, la rapidité d'exécution pour faire un sac n'est pas le même qu'un employé qui a son plein potentiel. Donc, vous comprenez qu'il y a un coût à ça. Donc, quand les gens me disent c'est quoi le coût de revient de ton sac, je dis j'aime pas trop en parler parce que sinon on ferme la boutique ce volet-là. Mais quand on regarde l'impact social et le changement chez l'individu, il n'y a pas de prix à ce sac-là. Fait que vous voyez, faut pas juste regarder les colonnes comptables, faut voir l'impact social de nos actions aussi parce que ça a un impact énorme. Et je pense aussi, un des éléments sur lequel on travaille fort et qui a un impact, c'est avoir un esprit de mutualisation. Un peu comme Gabriel disait, le tracteur nous appartient pas, mais nous aussi, on veut travailler des choses comme ça, qu'on n'est pas obligé d'être propriétaire de l'immeuble où on transforme ces choses, mais plus de penser comment on travaille ensemble à maximiser les ressources existantes matériel pour diminuer nos opérations puis être plus efficace. Puis c'est comme ça qu'on travaille. Puis la mise en marché, on l'a fait aussi avec nos sacs. Pour avoir des beaux sacs comme ça, ben, on l'a fait avec Alternative Alimentaire qui est en Montérégie JS. Donc les deux logos se retrouvent sur le sac. Donc on mutualise aussi la mise en marché. Fait que tu sais, c'est toutes des stratégies qu'on doit développer pour diminuer nos coûts puis assurer notre viabilité économique, qui est quand même fragile dans le contexte qu'on vit présentement, mais on essaie de se diversifier. Fait qu'il faut pas rester juste dans un créneau, faut être capable de se diversifier pour être capable de soutenir la mission de base qui est l'accessibilité économique pour tous. Fait que c'est juste ça, mais ça demande beaucoup c'est ça, de créativité. Le temps file, puis je veux vraiment approfondir les questions que Eve-Marie a préparées sur les tarifs, la tarification. Fait qu'on va sauter dans la prochaine question sans plus tarder. Oui, donc là, je passe à une question qui est visée pour la dérive. Fait qu'on a commencé à en parler plus tôt un peu de votre tarif, là, en fait, votre modèle de tarification. En fait, là, comme on le sait, c'est un modèle qui on peut dire des fois, parfois, s'apparenter à un modèle par contribution volontaire, là, c'est-à-dire que des fois, vous l'avez dit, l'organisme, il va payer ce qu'il peut. Bon, ça va dépendre un peu, là, euh, ce que vous allez donner. Donc, en fait, ma question, c'est comment est-ce que vous faites pour attribuer à un tarif à un organisme par rapport à un autre, sachant que vous n'avez pas de critères euh, très, très établis. Ouais, ben, tu sais, déjà à la base, notre objectif, c'est d'atteindre une rentabilité et non pas un profit. Donc, tu sais, si on finit l'année avec 0 dollar parce qu'on a dépensé autant qu'on a gagné, ben, on est content. Ben, tu sais, bien sûr, avec un fonds pour assurer le début de la prochaine saison, puis tout ça, mais bref, on fait ces calculs-là. Donc, tu sais, on s'assure d'avoir une comptabilité très serrée déjà à la base, ce qui nous permet tu sais, de calculer quel argent on aura effectivement de besoin versus tu sais, qu'est-ce qu'on n'aura pas de besoin. Donc, tu sais, c'est beaucoup basé sur on va-tu arriver à la fin de l'année. Donc, c'est pas nécessairement calqué tout le temps sur les prix marchands. C'est-à-dire que c'est pas combien ça vaut déjà une botte de carottes? Ah ouais, 4,50 au marché public, ok, ça va être 4,50. Tu sais, c'est pas nécessairement exactement le même que ça va se passer. Tu sais, je peux donner différents cas d'usage, là, justement. Là, fut une époque où on avait une entente partenariale avec Accueil et Intégration au Bas-Saint-Laurent. L'objectif, c'était de rapprocher les personnes nouvellement arrivées au Québec d'une alimentation locale. Tu sais, c'était pour leur faire découvrir l'alimentation. Puis en tout cas, ça donnait des choses super drôles, là. Semble-t-il qu'en République centrafricaine, le radis, c'est dégueulasse. Fait que ça marchait juste pas. Mais bref, c'est juste une petite dague anecdote, là. Mais ouais, puis tu sais, à ce moment-là, par exemple, on avait établi que les paniers étaient à 5 dollars.
Donc, l'objectif, c'était surtout, ben, tu sais, c'est un panier d'une valeur d'à peu près 35, là. Tu sais, là, ça avait été quand même assez arbitraire, puis c'était surtout pour tenter de créer un lien d'attachement, puis surtout d'éviter qu'il y ait un sentiment de bénéficiaire qui soit créé. C'est-à-dire que des fois, quand on donne quelque chose à quelqu'un, il n'y a pas eu le sentiment d'attachement qui est là, donc c'est plus facile de gaspiller, tandis que quand tu charges un prix minimal, ça peut créer cet attachement-là où la personne ne se sent pas juste en position vulnérable, là, à se sent, tu sais, contributrice, par exemple. Euh, Puis, tu sais, ça, ce 5 $-là, justement, était basé sur, ben, nos présences au marché public nous amènent tel revenu. Ces revenus-là permettent de payer les salaires dans la semaine. On a un excédent qui s'accumule tranquillement entre juillet et août. Donc, on serait en mesure de vendre à perte ces paniers-là de façon à ce qu'à la fin de l'année, ben, les courbes se rattrapent puis on finisse avec zéro, ce qui est en soi une réussite. Après, c'est ça, on a aussi participé, on a reçu en fait des financements qui nous permettaient de comme acheter nos propres légumes, si on veut. C'est-à-dire que on était financé pour la valeur correspondante des légumes qu'on allait donner. Donc, tu sais, c'est presque des subventions salariales, là. C'est-à-dire que légumes, ben, tu sais, argent compte. Bref, en tout cas. Donc, ça, c'est arrivé. Donc, il y a eu des fois où on avait des ententes avec certains organismes. Puis, c'était entendu à travers un projet qui avait été déposé euh, à différents ministères, là. Mais en fait, c'est que c'est des fonds qui découlent jusqu'au MRC. Fait que je sais plus jamais c'est quoi les ministères en question. Donc, c'était un projet calculé d'avance, une entente comme quoi on allait amener 5 000 de nourriture à tel organisme, 4 000 à l'autre. Puis là, on recevait une enveloppe qui comprenait des frais d'administration, des choses de même, là, tu sais, comme on le fait en subvention. Puis l'année dernière, c'est ça, il y a des programmes qui sont tombés, mais il faut savoir que tu sais, les organismes communautaires euh, qui ont des services d'aide alimentaire achètent des aliments, somme toute. Donc, ils reçoivent de l'argent du gouvernement, bien souvent. C'est ça, c'est pas la direction générale qui va faire l'épicerie puis qui paye de sa poche, quoique on en connaît qui le font. Ben, parce que c'est tellement précaire que des fois, on n'a comme plus le choix. Ceci dit, tu sais, dans l'absence de financement, en fait, les organismes communautaires, on s'était assis avec eux pour voir réalistiquement c'est quoi qui allait pas compromettre leur santé financière, en fait. Donc, qu'est-ce qu'ils étaient prêts à nous donner? Puis de notre côté, ben, c'est ça, l'année dernière, par exemple, il y a un organisme qui nous a donné 500 $. Puis comme je vous ai dit, on a amené 3000 en échange. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que on s'est organisé avec l'organisme pour faire un événement de financement. Puis, ben, ça a fonctionné, là, parce que c'est ça, on a été capable d'aller chercher ça. Avec un autre organisme qu'on avait amené beaucoup de nourriture par les années passées, mais elle nous a donné 2000, puis on y a amené 2500. Donc, tu sais, c'est très inéquitable, mettons, entre les deux organismes, mais c'était vraiment en fonction de la capacité à payer, justement, là. C'était, tu sais, qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Puis en échange, on mesurait qu'est-ce que nous, il nous semblait réaliste de pouvoir amener en vertu justement de notre comptabilité puis de nos projections financières, puis avec ce défi-là d'arriver à zéro. C'est risqué, par exemple. C'est risqué parce que c'est ça, il peut y arriver plein d'affaires. On a aussi eu une pompe qui a explosé, puis ça nous a coûté 3000 $. Fait que là, on a été déficitaire, mettons, mais on avait des fonds accumulés de l'année d'avant qui fait qu'on. En tout cas, bref. Donc, c'est une pratique qui exige quand même des nerfs solides, c'est-à-dire que ça peut être vraiment stressant à certains moments. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point je le répliquerai, mais en tout cas, j'encouragerais tout le monde à se mobiliser au moins politiquement pour essayer de débloquer des subventions et des choses de même parce que c'est vraiment nécessaire d'être appuyé au moins publiquement, là. Parfait, merci, vraiment intéressant. Donc, dernière question concerne Nathalie maintenant avec les complices. Donc, on a vu que les complices, vous avez un modèle de tarification variable à 3 paliers. Donc, en fait, comment est-ce que vous calculez vos prix pour chacun de ces paliers-là, encore une fois, pour assurer là, la viabilité de votre organisme en quelques mots? Ben, dans les faits, ce qu'on a fait, parce que pour que la personne décide d'aller à la bibliothèque chercher ses sacs congelés, des fois c'est un détour. Donc, faut qu'il y ait une petite incitatif. Faut qu'il soit un peu plus bas que le marché pour le solidaire que je vous parle. Il faut qu'il soit vraiment un petit peu plus bas que ce qu'on retrouverait à l'épicerie pour que les gens veulent faire le détour. En ce qui concerne les gens qui sont ce qu'on appelle du jeune pousse. Nous, il s'appelle jeune pousse, le plus bas. C'est vraiment
ça couvre les frais de mise, c'est-à-dire le sac, l'étiquetage, le transport. On ne fait aucun sou avec ce sac-là. C'est vraiment le coût minimum de mise en marché. Puis l'autre coût, fait on a fait vraiment un calcul par rapport à dire, ben celui-là, il est tant de pourcents. Fait qu'on a fait un pourcentage entre pour que les gens décident d'aller acheter ces produits-là, mais on ne fait vraiment pas la grille qu'on a remplie qui dit comment on détermine les prix parce que sinon, on ne vendrait pas de produits. Il faudrait vendre quasiment 10 dollars solidaires notre sac pour être capable de vendre nos produits. Puis je vous dirais, le sac le plus cher se vend 4,25 pour un 500 grammes de produits locaux. Fait que c'est vraiment économique pour une famille plus vulnérable, le sac va 2 dollars pour 500 grammes. Fait qu'on voit qu'on est très loin de l'épicerie. Je suis désolée, je suis dans une école et c'est la pause. Fait que je veux juste vous dire que notre tarification et et on l'a pas augmenté pendant un an et demi à cause du contexte économique aussi dans lequel qu'on se retrouve. Donc, on essaye aussi de maintenir les gens qui puissent garder leur pouvoir d'achat et acheter des fruits et légumes. Donc, on met un tarif qui est abordable pour les populations. Fait que c'est comme ça qu'on le travaille. Parfait, un gros merci. Erika, je ne sais pas si tu voulais passer aux questions du public. Je voyais qu'il y en avait deux pour Gabriel dans le chat. Oui, certainement. C'est le moment qu'on a pour vos questions. Moi, il y a plein d'affaires que j'ai pas tout à fait compris, puis je pourrais passer probablement 3 heures à jaser avec Gabriel et Nathalie pour mieux comprendre leur modèle. Mais il y a eu des questions dans le chat. On va y aller. Je vous avoue là que où est-ce que je suis dans mon document? J'ai pris en note ces questions quelque part. On a une question de Josiane sur la FUSA. Puis c'est une grande question là, qui a été posée parce que c'est comment s'est déroulée l'acquisition de la terre par la FUSA. Puis l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est vraiment mieux de comprendre les tarifications. Fait que je rentrerai pas dans les détails, mais je quand même, Gabriel, est-ce que tu as comme en 10 mots, genre comment la FUSA est es capable de nous résumer ça super rapidement ou on organise un webinaire sur les FUSA? Ça peut être les deux. Je OK, réponds en 10 mots, parfait. puis on organise un webinaire. Non, mais ouais, c'est ça. Ben, en fait, la terre, elle a été acquise par un couple qui a été propriétaire depuis 2004 jusqu'à 2019. Suivant quoi, on a créé la FUSA. Puis, ça faisait déjà partie des ambitions du couple en question de céder cette terre-là, parce qu'il y avait peur qu'elle serve à d'autres fins qu'à des fins agricoles. Donc, c'est un couple qui l'a financé. Ça répond quand même à la question générale qui est super. Oui, c'est ça. Souvent, les FUSA, c'est des personnes privées qui décident de faire un don de leur terre pour assurer la pérennité puis s'assurer que cette terre-là ne devienne jamais une construction de magasin de grande surface en béton. La deuxième question, c'est pour Gabriel encore. Anne-Sophie demandait quelle est la relation avec les autres fermes de la région. Est-ce qu'il y a une perception de compétition? Ben, en fait, la relation avec les autres fermes du coin, elle va très bien. Ben, tu sais, particulièrement les fermes, disons, qui sont plus à notre échelle, parce qu'on a pris contact avec eux et elles. On a pu parler. V'là 2 semaines, on avait une rencontre, tout le monde ensemble, puis on a bien rigolé, puis on a parlé de planification économique conjointe, puis tout ce genre d'affaires-là. Euh, Après, c'est sûr qu'on a un petit peu moins de contact avec les plus grosses fermes, disons, tu sais, les grosses fermes laitières. Quoique, on finit toutes par se parler, là, c'est-à-dire que si il me manque du fumier ou quelque chose comme ça me dérange pas d'aller voir mon voisin. C'est des relations très cordiales, en fait. Puis, c'est ça, tu sais, les fermes, comment je peux dire, beaucoup, particulièrement les fermes à notre échelle, ont à cœur les luttes que la dérive porte, par exemple. Souvent, c'est le temps qui manque. Les fermes, disons, maraîchères, c'est beaucoup basé sur le modèle familial, c'est-à-dire du couple. Donc, généralement, c'est un couple qui s'est acheté une petite fermette, puis qui ont des enfants, puis là, ben, là, ils ont une business qui est leur ferme, puis au final, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? C'était un peu s'autonomiser aussi. Donc, tu sais, déjà, ils sont comme programmés pour avoir le bon esprit. Donc, nous, quand on arrive, puis qu'on leur parle de nos ambitions, puis de vouloir collaborer, c'était déjà dans leur plan. C'est juste qu'avec 3 bébés dans les mains, ça se fait moins bien, tu sais. Ensuite, avec les grosses fermes, euh, nous, notre message, même s'il se veut anticapitaliste, disons, est
est parfaitement, on comprend parfaitement pourquoi une ferme laitière fait le choix d'aller de l'avant dans la technologisation de sa production, par exemple. On comprend que dans un contexte de compétition planétaire, il y a des choix qu'on fait même pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on n'a pas le choix. Donc, c'est pas tant des choix que d'investir dans telle ou telle machine. En fait, c'est de la survie pratiquement. Donc, c'est sûr qu'on est très empathique envers les autres modèles, même si euh, d'un point de vue public, elles sont réputées comme, disons, plus destructrices de l'environnement ou ce genre de choses-là. Donc, tu sais, c'est avec une approche très empathique qu'on va parler avec les différents fermiers, fermières, puis tout ça. Donc, tu sais, on a des... Mon voisin à côté produit du grain. Tu sais, je suis allé le voir pour avoir des conseils sur les machines, puis tout ça. On s'est échangé des concombres contre du blé d'Inde. Tu sais, on fait des affaires de même, là. Fait que, tu sais, ça se passe bien au final. Je sens pas qu'il y a de grandes. Ben, en fait, il n'y a pas de tension. Je dirais que. Ouais, non, tout va bien. Tout va bien. Fantastique. On a une question, je passe tout de suite à la question de Geneviève, d'une puissante de la salle, qui demande quelles activités d'autofinancement sont les plus efficaces selon vous? Selon les données présentées, certaines OBNL avaient 20% de financement en autofinancement, ce qui est vraiment super. Est-ce que Nathalie ou Gabrielle, parce que, en tout cas, on vous avait parlé d'autofinancement, puis Gabrielle, ça m'a vraiment encore une fois, revirer votre histoire de comment vous êtes arrangé avec une organisation pour payer, eux, ils payent 500 dollars alors que ça vaut 3000 dollars, fait qu'on organise un événement pour pallier à la différence. C'est une formidable initiative d'autofinancement. Je ne sais pas si là, je te donne certaines pistes de réponse par rapport à la question, mais tu sais, vous avez fait donc un événement. C'est un des éléments qui a fonctionné. Est-ce qu'il y a d'autres façons de s'autofinancer autrement que vous avez rencontrées ou mis en place? Mais c'est sûr que pour nous, autofinancement veut dire comme deux choses, là. Il y a d'abord, tu sais, comme aller chercher des dons, mais il y a aussi, on s'autofinance de par notre vente de légumes. Donc, tu sais, mettons, écartons celle-là, là, parce que ça, c'est du gros autofinancement, là. Mais par rapport à la campagne de dons, mais tu sais, juste le contexte, bon, on apprend qu'on n'aura pas de subvention, on est un peu débiné parce qu'on tient vraiment à garder active notre mission. On commence à se dire que, ben, dans le fond, on va peut-être en donner, puis quitte à se précariser, mais en même temps, c'est pas réaliste pour tout le monde là, de se précariser soi-même. On est dans ces réflexions-là, puis à un certain moment, euh, l'organisme communautaire en question nous appelle, puis c'est le cuisinier avec qui j'ai des bonnes relations. Il me dit, Hey, c'est fou, nos services sont de plus en plus achalandés. Le visage de la pauvreté se diversifie. Tu sais, on reçoit des personnes âgées, on reçoit des étudiants étudiantes, on reçoit nanana, nanana. Tu sais, le visage de la pauvreté tend à s'élargir. Puis je le sens, là, il est comme découragé. Puis il dit, en plus, les financements aux organismes communautaires stagnent. Donc, non seulement il y a de plus en plus de gens qui ont faim, mais on a de moins en moins de moyens pour répondre à ça. On peut-tu faire de quoi? Tu sais. Puis c'est sûr que là, j'étais là, ben, comment dire non? Tu sais, comment dire non à ça? Fait que là, finalement, ben, tu sais, c'est ça. Le fait que tu sais, on a expliqué cette situation-là là, par l'entremise de publications, entrevues, des choses de même. Puis vraiment, tu sais, les gens ont comme adhéré. Là, tu sais, je pense que du moment où la cause est bonne, tu sais, on arrive à mobiliser. Puis tu sais, ce qu'on a offert, nous, dans notre côté, c'est un souper pizza 100% local où est-ce que la farine, ben là, on l'a acheté à nos voisins, là, mais tous les légumes étaient produits par la ferme. On a utilisé comme en partie du fromage de nos chèvres, tu sais, nanana, nanana, tu sais, fait que là, pour nous, ça avait un coût de production pratiquement nul, d'une certaine manière. Puis, tu sais, on vendait ces pizzas-là. Puis là, les gens, ils venaient. Il y avait un groupe de musique, en fait, une pianiste qui jouait. Puis, c'était un événement comme une espèce de party, là. Puis, on vendait de la bière locale. Puis, c'était super cool. Puis, ouais, ça a vraiment bien pogné. Euh, puis aussi, c'est ça, les gens pouvaient venir, pouvaient donner de l'argent, mais il y avait aussi du monde qui sont venus sans rien donner, puisqu'on on faisait ça. Puis, ouais, je sais pas pourquoi, là, ça pogne. Fantastique. Est-ce que Nathalie, tu as une réponse complémentaire à cette question? Ben moi, je dirais,
on dégage des revenus autonomes. C'est le grand volet, c'est des revenus autonomes. On a eu des dons, mais c'est quand même pas la majeure. Nous, c'est vraiment de dégager des revenus autonomes par l'opération de nos cantines scolaires. Fait que c'est plus là qu'on va dégager des revenus autonomes que d'organiser, comme Gabriel, des campagnes de financement à ce moment-là. Fait que c'est sûr qu'on a reçu des dons et il y a des partenariats qu'on crée qui financent, mais on va pas plus loin que ça. OK, fantastique, merci. Là, on a passé à travers les questions qu'il y a dans le chat, puis n'hésitez pas tout le monde à lever la main si vous avez le goût de prendre la parole. Sinon, moi, j'ai toujours 1000 questions, fait que ça va me faire plaisir de prendre la place, mais le but, c'est de vous En fait, il y entendre en aussi. avait une que tu as oubliée Ah, il y en a une que tu as merci. oubliée pour Nathalie. C'était, voyons, j'oublie, c'est quoi donc? Elle disait qu'il y avait trois paliers, elle en a nommé deux. C'est quoi le troisième? OK, ben dans le fond, c'est jeune pousse, c'est le plus bas. Récolte, c'est le prix moyen. Et solidaire, c'est le prix, dans le fond, que les gens, lorsqu'ils achètent solidaire, ils permettent à d'autres membres dans leur communauté d'avoir accès aux mêmes produits qu'eux. Donc, nous, vraiment, là, chez les complices, on dit chez les complices, c'est vraiment le citoyen qui détermine le prix, la catégorie de prix, mais ça prend des solidaires pour permettre à des citoyens à acheter Jeune Pousse. Fait que c'est sur ça qu'on travaille. Donc, c'est vraiment la catégorie solidaire est importante pour nous aussi. Puis je vous dirais on est content parce qu'on avait peur que ça fonctionne pas, ces trois catégories-là et ça va super bien. Et surtout dans nos congélateurs libre-service, c'est facile pour nous de voir l'achalandage dépendamment des lieux, les proportions. Donc, on est content de voir que les solidaires sont aussi au rendez-vous pour maintenir au niveau du jeune pouce. Là, je m'excuse, Émilie, je vais juste poser une question de rebond à Nathalie par rapport à ce qu'elle vient de mentionner. Parce que là, vos congélateurs sont dans des bureaux de poste, notamment, que tu as mentionné, Nathalie. Mais Ouais. est-ce qu'il y a un employé qui s'occupe? Non, Comment c'est juste là, puis les gens se servent, puis la coordination, dans le fond, est faite à non, partir, mais il y a ça, les quelqu'un qui passe par là. congélateurs libre-service, là, c'est un Oui. congélateur qui appelle intelligent, mais qui l'est pas vraiment, je vous dirais, mais qui est barré, qui a un panneau numérique où on choisit les produits qu'on veut avoir. Et une fois qu'on a fini, on fait passer à la caisse. C'est comme de l'achat en ligne et on avance notre carte de guichet ou notre carte de crédit et le congélateur se déverrouille. Les gens prennent leur sac. Et je veux juste vous dire que ces congélateurs-là au bureau de poste, le bureau de poste est ouvert 24 heures sur 24 et notre congélateur s'est jamais fait vider au complet parce que faut savoir qu'on a quand même une empreinte numérique. Puis si les gens du bureau de poste arrivent le lendemain matin, puis le congélateur est vide, ben c'est sûr qu'on va aller voir les empreintes numériques de ce qui s'est passé. Donc vraiment, dans nos congélateurs, c'est pour ça que dans les bibliothèques ou dans les centres communautaires, il n'y a pas d'humain relié à la vente. Et nous, ces congélateurs-là, on sait en temps réel s'ils ont besoin d'un approvisionnement ou pas parce qu'il y a une plateforme de gestion de ces congélateurs-là. Fait que ça, c'est vraiment un outil qui est intéressant. C'est dispendieux, mais on est arrivé à les faire financer pour vraiment permettre d'en avoir plusieurs. On en a 4 en opération présentement. Et d'ici la fin février, on va en avoir 8 en opération, ce modèle-là là, de congélateur dit intelligent. Bon, là, Nathalie, ce qu'on va faire, c'est que je vais te contacter après le webinaire, puis je vais te demander de nous envoyer plus d'informations par rapport à ces machines. Les gens se posent beaucoup de questions. On veut savoir c'est quoi cette plateforme, puis c'est quoi ces congélateurs-là, même s'ils coûtent très cher. Une question par oui ou par non avant de sauter à Émilie Bourassa. Excuse-moi, Émilie. Il y a deux questions. Les gens demandent, est-ce que les cantines scolaires sont en lien avec la cantine pour tous? Même question pour les clubs des petits déjeuners. Oui ou non? Est-ce que c'est en lien avec cantine C'est pour pas tous avec et la club des... cantine pour tous parce qu'ils ne font pas d'école secondaire et nous, on est dans les écoles secondaires et c'est notre priorité, mais on essaie avec la cantine pour tous qui emboîte le pas vers les écoles secondaires. Cool, merci. Émilie, Ben, ça vient de répondre à ma question en fait que merci beaucoup. fantastique.
Oui, c'est ça que je disais. Donc, Nathalie, je vais te recontacter pour avoir plus de détails. Mais tu sais, vu qu'il y a des questions par rapport à ça, est-ce que tu es capable de juste nous dire un peu, nous parler plus de la machine, là, du fabricant, la plateforme? Qu'est-ce que c'est? Mais dans le fond, c'est un distributeur à Boucherville qui prend des congélateurs. Ça s'appelle Distomatique. C'est venu, ces congélateurs, beaucoup dans le cadre de la pandémie où des restaurants voulaient permettre aux gens d'acheter. Donc, ce congélateur-là a été fait plus pour l'industrie, l'entreprise, les restaurants, mais de plus en plus a été utilisé dans le milieu communautaire, ceux qui font des petits plats préparés puis ils veulent que les gens puissent passer à n'importe quel moment, donc dans le hall d'entrée d'un organisme ou des choses comme ça. Donc, ça ne me permet, ça n'oblige pas de mobiliser une ressource humaine pour faire la transaction. Donc, c'est à ce niveau-là. Le modèle a évolué avec le temps. Nous, on a eu la première génération, puis là, on est rendu avec la génération numéro 3. On trouve ça triste, l'écran a un peu diminué, fait qu'on va voir comment ça va aller pour les personnes plus âgées au niveau de l'utilisation de cette plateforme-là. Mais c'est vraiment, on le voit de plus en plus. Il y a eu des pages aussi dans la presse où il y avait des entreprises qui utilisaient ça comme modèle. Et on peut avoir un frigo comme même modèle aussi. On n'est pas obligé juste d'avoir le modèle congélateur, ça peut être un frigo. Puis quand on parlait de diversité, ben moi j'ai un centre de formation aux adultes qui aimeraient, parce qu'ils n'ont pas de cantine scolaire dans les centres de formation aux adultes, puis il y a des étudiants quand même qui sont en situation de défavorisation. Ils nous ont demandé si on serait capable de mettre, mais des repas pour les étudiants dans cette formule-là de congélateur, puis ils pourraient les faire dégeler puis les faire cuire. Fait que vous voyez, il y a plein de potentiel qu'on peut faire avec dépendamment de la mission de notre organisme et des produits qu'on transforme. Puis c'est une plateforme de gestion logistique à distance qui s'appelle Bright4. Donc, toutes les entreprises qui ont des cantines, les entreprises, là, les industries, ont ça maintenant dans leur cafétéria pour les employés. C'est juste que nous, on l'a amené plus loin. Je vous dirais qu'on a amené les gens à réfléchir parce que habituellement, la soupe est au même prix. Fait que c'est pas compliqué. Mais nous, chaque produit, mettons dans la machine, le poivron, il se vend à 3 prix différents. Donc, puis si on veut faire nos bilans à la fin de l'année, il a fallu jouer avec la programmation, là. Donc, puis il y a des photos qui sont accrochées à ça. Donc, c'est vraiment un beau modèle. Ah, j'ai le goût de prendre du temps encore. Une question rapide, Nathalie, vous avez combien de lieux de transformation? On a présentement un lieu de transformation, un deuxième qui va avoir lieu au printemps à Valleyfield. Puis là, c'est sûr qu'on était supposé avec le plat avoir notre pôle logistique et dans ce qui est plus vers Roussillon, merci de Roussillon. Puis on aura une cuisine de transformation. L'objectif, c'est 3 cuisines de transformation d'ici 2026. Avant, c'était Est-ce que par 2025, hasard, mais c'est long. C'est plus long que est-ce prévu. Est-ce que, Nathalie, par hasard, tu sais, il y a le Forum SAP qui s'en vient le 25 et 26 février, si je ne m'abuse. Puis c'est en Montérégie, fait qu'est-ce qu'il y a une journée ou une visite de vos installations qui est prévue dans le cadre C'est de cet pas événement-là? l'installation des complices alimentaires, c'est l'installation d'alternatives alimentaires parce que c'est plus proche de Saint-Hyacinthe. Moi, je suis un peu trop loin. Ça nous prendrait une bonne heure et demie pour se rendre à mes installations à partir de Saint-Hyacinthe. Mais oui, on va être là pour présenter notre volet mutualisation entre nos deux entreprises d'économie sociale puis notre modèle de fonctionnement. Fantastique. Puis on Merci sera beaucoup. au forum pendant 2 jours. Donc, j'ai mis le lien vers le forum SAP pour les personnes qui seraient intéressées à participer. C'est ce qui met fin à notre webinaire. Je tiens à remercier très chaleureusement Nathalie des Complices alimentaires, Gabrielle de la ferme d'Adérive, Ève-Marie, bravo, merci pour la recherche, la présentation de la recherche, puis tout le collectif Récolte, merci pour tout votre travail. C'est super apprécié. Mention d'honneur à Émilie Boivin avec qui j'ai pu collaborer pour préparer le webinaire et qui n'a pas pu être là aujourd'hui.
Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous mets en lien dans le chat, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est toujours intéressant et important pour moi de vous lire pour évaluer le webinaire. Voici le lien que vous pouvez trouver le 14 février prochain, vendredi le 14. Super intéressant webinaire. Là, je dis pas ça souvent, OK? Mais là, c'est un webinaire sur les caisses alimentaires communes. C'est une façon qui se passe, c'est une façon de révolutionner l'alimentation en France finalement avec de la tarification, pas juste de la tarification, ils ont une monnaie locale avec une gouvernance participative. Est-ce que les citoyens se font donner 100 dollars et décident eux-mêmes où est-ce qu'ils peuvent dépenser ce 100 dollars-là, comme c'est quoi les produits qu'ils veulent, puis dans quelle bannière ou quel endroit, quel marché on peut dépenser ce 100 dollars-là. Donc, ça favorise vraiment, ça ressemble un peu à nos coupons solidaires qu'on a présentement, mais avec une approche de gouvernance participative hyper intéressante. Donc, je vous incite à vous connecter à ce webinaire. Le lien est dans le chat. Je vous le remets encore parce qu'il est déjà remonté. Et puis, finalement, ben, si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, moi, de toute façon, j'ai pris en note les différentes ressources qui ont été mentionnées aujourd'hui. Puis, vous allez recevoir l'enregistrement du webinaire avec toute la documentation. Merci encore. Bravo au Complices alimentaire La Dérive. C'est fantastique, fabuleux ce que vous faites. Puis, il y a plein de choses que vous avez mentionnées aujourd'hui que qui vont nourrir mon inspiration puis mon espoir pour les prochains jours. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Puis ce sera un grand plaisir de vous voir en personne un jour, j'espère. Puis merci tout le monde d'avoir participé. Au plaisir d'échanger avec vous bientôt.